Donc bonjour, donc contrairement à Mauro, ici en Bretagne, on a des grandes difficultés à déterminer la fonction des bâtiments et des structures agricoles du fait de leur arasement, que ce soit pour toutes les périodes archéologiques, mais également pour l'antique. L'apparition des structures maçonnées et du béton ne permet pas une meilleure conservation, puisqu'en Bretagne, le bois reste très présent et la récupération des matériaux est systématique à la fin de l'Antiquité, donc une destruction très forte des sites antiques. Alors, pour contextualiser un peu, la romanisation de la Gaule va entraîner un essor démographique et économique sans précédent, essentiellement au 1er siècle après Jésus-Christ, avec le développement des centres urbains et la mise en place d'un réseau viaire important qui va couvrir tout le territoire de la Gaule et le réseau et la Bretagne. Vous avez ici la carte archéologique avec en bleu les tracés supposés antiques. Donc ce développement économique et démographique va nécessiter la mise en place de structures de production agricole pour répondre à ces besoins, à ces demandes, et donc le développement des villets, notamment dans la deuxième moitié du 1er siècle après Jésus-Christ. On va voir apparaître de très grands domaines, de très grandes villées agricoles. Donc vous avez ici à droite un exemple très marquant, donc la grande villa de Levay, qui est une villa de plan classique, une villa allongée avec une partie résidentielle, la pars urbana, qui sert de logement pour le propriétaire, qui ne vit pas en permanence bien sûr sur ce domaine. C'est un notable, il vit en ville, mais vient régulièrement surveiller son domaine. Et une partie agricole, la pars rustica, qui est une cour allongée, qui dans sa format classique est bordée d'une série de bâtiments, souvent très standardisés. Et ces cours agraires peuvent prendre des dimensions considérables, puisque certaines atteignent près de 20 hectares. Donc vraiment des bâtiments très nombreux, des domaines très étendus, de plusieurs centaines d'hectares, qui sont probablement gérés par un système indirect de métairie et de fermage, mais un centre de ces domaines qui se compose d'une grande partie agricole, et les bâtiments qui sont présents dans cette partie agricole sont soit liés à la stabulation, soit liés au stockage et en transformation des matières premières. Alors le problème, c'est de déterminer la fonction de ces bâtiments et de comprendre leur fonctionnement, sachant que le stockage ici se fait dans des bâtiments en dur. On a une disparition des silos à l'époque romaine. On n'en retrouve quasiment pas sur les villets et non plus sur les établissements secondaires. Le grenier est relégué au rang de réserve domestique. On le retrouve sur les petits établissements, mais disparaît des villets. Et ces disparitions de ces modes de stockage classiques va se faire au profit de bâtiments, probablement de granges, dont le format le plus connu, le plus standard, est la grange classique, la grange standardisée, comme l'a fait définir Christophe Gaston en 2009, qui est ce bâtiment que nous reconnaissons assez facilement en fouille, puisqu'il présente un plan assez identifiable. Donc c'est un bâtiment maçonné qui se compose d'une grande salle souvent contrefortée, qui peut atteindre une élévation importante, de l'ordre de 7 mètres au niveau des murs gouttereaux et près de 9 mètres au niveau du faîtage, donc vraiment une dimension importante, d'où la mise en place de contreforts. Il n'y a pas d'étage, où on définit rarement la présence d'étage sur ces bâtiments. On accède à cette pièce qui peut atteindre près d'une centaine de mètres carrés par un avant-corps tripartite qui se compose d'un porche central entouré de 2 pièces latérales. Alors ce bâtiment qu'on rencontre, qui est vraiment emblématique des villets et des établissements antiques, a de fortes analogies avec des bâtiments récents, des bâtiments du 19e essentiellement. Donc vous avez ici 2 exemples, un dans le nord de la France en bas et un plus proche de nous, près de Rennes. Donc ces bâtiments, on les connaît bien et on sait que leur fonction est bien sûr une fonction de grange, une fonction mixte pour le stockage de différents matériaux, de différents équipements, mais surtout un bâtiment destiné au stockage des récoltes, des moissons, sous forme de gerbes.
Donc les gerbes récoltées, vous voyez, sont stockées dans la grange en tas, puis battues directement au sein de ces bâtiments, puisqu'en Bretagne, le temps est assez humide, et même après les moissons, ou le temps de battre en tout cas, il est préférable d'avoir des équipements qui permettent de battre à l'abri de l'humidité. Donc le battage peut se faire directement dans la grande pièce, les grains sont stockés en tas puis en sac, et la paille éventuellement stockée au niveau des mezzanines pour servir comme fourrage pour les animaux ou pour leur litière. Alors la question est de savoir si ces exemples, ces granges actuelles ont la même fonction que les granges antiques. Est-ce on peut faire une analogie entre ces bâtiments et les granges antiques? Et pour cela, nous avons eu la chance sur un site qui a été fouillé dans le nord de Rennes, donc à 15 km de nord de Rennes, sur la commune de la Mézières, donc le site des Lignes de la Gonzée, où nous avons pu accrocher l'angle sud-est d'une importante pars rustica. Donc voilà, on est situé vraiment à l'angle de cette grande villée qui, repérée par prospection pédestre et prospection aérienne, a pu être restituée. Donc on a bien ici une villa classique avec une pars urbana et une cour agraire avec des bâtiments alignés le long de cette cour. Et la superficie est estimée pour cet ensemble à près de 19 hectares. Donc vraiment une villa très très importante. Donc on retrouve sur la fouille une grange que nous avons étudiée partiellement, mais dont le plan peut être aisément reconnaissable. Donc on retrouve bien une grande salle avec contreforté et un avant-corps. Et donc voici la restitution. Alors cette grange a été très mal conservée. Vous avez en bas une photo qui illustre l'état de conservation des murs de ce bâtiment. Là vous avez les fondations n'atteignaient même pas le substrat. Donc si le bâtiment qui était maçonné avait été récupéré jusqu'au bout, on n'aurait plus trace du tout de cette construction. Donc très très mauvais état de conservation, donc aucun niveau de sol pour nous permettre de définir la fonction de ce bâtiment. Toutefois, nous avons eu la chance, à l'arrière de ce bâtiment, de fouiller une fosse, cette fosse, qui est une grande fosse de près de 40 mètres carrés, qui a livré dans son comblement inférieur une stratification très dense de couches de graines carbonisées. Alors, vous voyez bien ici, hein, lorsqu'on est tombé sur ces couches, on s'est tout de suite rendu compte, en grattant, qu'on sortait une quantité importante de graines. Et ces graines ont été prélevées. On a prélevé près de 150 litres de sédiments qui ont été confiés pour étude et pour tamisage à Véronique Materne, qui a mis en évidence la présence de très nombreuses graines, mais également de nombreuses enveloppes et de rachis, donc là près de 17 800 restes pour l'ensemble des sédiments tamisés, ce qui est énorme. On constate la présence essentiellement d'amidonniers, on a également de l'orge, quelques blés nus, de l'avoine et des contaminants comme l'épeautre et le millet. Alors, l'étude de ces restes a montré qu'on était essentiellement en présence d'enveloppes et de rachis, donc des déchets issus du battage et du vannage des céréales. Donc battage et vannage qui ont été rejetés et carbonisés dans cette fosse. On retrouve également de nombreuses graines, mais ces graines présentent pour la plupart des traces de germination, d'échaudage, ils sont racornis, voire immatures. Donc c'est des déchets qui sont issus du criblage de plusieurs lots de céréales qui sont rejetés avec les balles et les rachis dans cette fosse, puis carbonisés. Donc on a ici une preuve indirecte qui est en plus datée, qui est contemporaine du fonctionnement de la grange, donc entre 130 et 230 après Jésus-Christ. Donc on a un rejet probable des activités de la grange dans cette fosse. Donc une preuve indirecte qui nous permet de supposer que ces bâtiments ont bien une fonction de stockage et de traitement des céréales. Alors, je vais revenir sur cette fosse-là qui est située à l'arrière de la grange, puisqu'une fois que nous avons enlevé l'ensemble des couches de graines, nous sommes rendus compte
que nous n'avons pas simplement affaire à une fosse de rejet ou à une fosse d'extraction qui a été utilisée ensuite comme rejet, mais comme un véritable aménagement dont seules de faibles traces persistent, mais qui laisse imaginer que nous sommes en présence d'un équipement lié au traitement des grains. Alors je vous présente rapidement ce qu'on a retrouvé sur cette structure. On distingue au fond de cette structure, dont le fond est bien plat, 2 plots de substrat donc qui sont laissés, donc qui matérialisent l'emplacement de piliers. Le fond de cette structure a probablement été nettoyé régulièrement. Et au niveau des piliers, bien sûr, il n'y a pas eu d'enlèvement de matière. Et donc, petit à petit, à chaque nettoyage, on crée cet effet de plot. Donc, 2 plots qui matérialisent l'emplacement de piliers. Une tranchée qui traversait l'ensemble de la structure. Elle n'est pas visible sur la photo, mais les intempéries ont causé destruction de cet aménagement qui était très peu marqué, mais qui traversait l'ensemble de la structure et qui était associé à une rubéfaction assez marquée de la paroi, qui est peu visible, mais qui était bien marquée et contemporaine du premier état de cette fosse. On retrouve également sur la paroi des aménagements en palier. Donc même si ces différents aménagements ne sont pas très visuels et sont très soumis à un phénomène d'érosion et ont disparu en grande partie, on a envie de restituer sur cette structure un plancher qui recouvre au moins une partie de la fosse, qui repose sur 2 piliers et qui est associé à une tranchée dans laquelle aurait pu être étalé soit des braises, soit servir de zone de manutention pour un espace de chauffe, un tirage d'air éventuellement. Donc on a proposé, avec Stéphane Mancher, responsable de l'opération, d'interpréter cette structure comme un hypothétique séchoir. Alors c'est une hypothèse, bien sûr, hypothèse qui nous est venue, bien sûr, par la présence de graines, même si celles-ci ne sont pas en rapport avec l'utilisation primaire de la fosse. Mais cette fosse est bien creusée et bien contemporaine de la grange, nous l'avons pu le prouver par la présence de céramique. Et le séchoir est quelque chose qui est connu en Bretagne pour des périodes plus récentes du Haut Moyen-Âge, et il était étonnant de ne pas en retrouver pour la période antique, surtout sur ces grands domaines où la production et le traitement des céréales est très importante. Donc ce séchoir, cet hypothétique séchoir, bien sûr, nous n'avons pas pu prouver la présence de graines, du traitement des graines, ça reste une hypothèse. Nous en avons, après, sur d'autres chantiers, retrouvé des fosses similaires qui présentent des traces similaires qui pourraient également se rapprocher d'un séchoir. Je vous présente le site de Penn-en-Alais à Lannion, c'est donc situé dans le nord des Côtes d'Armor. Donc c'est un établissement avec un système d'enclos. Voilà un agrandissement. On a à l'est un habitat avec un puits et à l'ouest une partie plutôt lié aux espaces agricoles avec des bâtiments et une structure que nous avons également hypothétiquement interprétée comme un séchoir. Voici ces structures. Donc on se retrouve dans à peu près les mêmes argiles, le même substrat qu'à la Mézières. C'est une grande fosse en forme de cigare allongée de près de 4 mètres de long sur 1,20 m de large qui présente une série d'aménagements dont un foyer à l'ouest, au nord, qui présente une rubéfaction légère, rubéfaction qui va se prolonger dans la fosse, sur les parois de la fosse, donc qui est clairement associée, la fosse est associée au foyer. Voilà la paroi. Sur l'ensemble de la structure, on retrouve des aménagements de paliers, donc vous voyez un peu mieux sur cette photo. Donc vraiment, on retrouve comme à la Mézières un plancher, une chauffe, une structure de chauffe légère qui a très peu rubéfié la structure et toutes ces caractéristiques qui nous laissent penser que nous avons affaire à une structure liée au séchage. Cependant, les prélèvements réalisés dans l'ensemble des sédiments n'a rien apporté. Le tamisage n'a livré aucune graine, donc aucune preuve directe de fonctionnement de ces structures. Alors, l'absence de graines pose problème. Est-ce qu'on a vraiment affaire à un séchoir? Est-ce que cette hypothèse est fausse? Ou est-ce que les aménagements mis en place sont bien aménagés et ne permettent pas de perte, ne laissent pas de perte dans la structure? Ou faut-il imaginer que ce séchage ne soit pas lié au traitement du grain pour les stocker, mais au séchage d'autres matériaux?
notamment le lin et le chanvre. Alors, je vous présente cette analogie plus récente, hein, qui sont des séchoirs à chanvre retrouvés essentiellement en Sarthe, hein, qui sont encore très présents en Sarthe, où on a ici des bâtiments maçonnés, hein, des sortes de petites tours, où la chauffe est faite soit directement au sol, soit dans un petit brasero, ce qui est appelé la corbeille à coque ici. Et on retrouve ici un plancher en bois. Pour ceux qui auraient été sceptiques sur le fait qu'on puisse avoir un plancher en bois associé à une structure de séchage, on a une preuve récente pour le séchage du lin et du chanvre de la mise en place de ces aménagements. Sachant que le séchage du chanvre après l'opération de ruissage ne laisse quasiment aucune trace. Il faudrait des pertes de fibres, il n'y a plus que des fibres, et les fibres, même à moins de les retrouver carbonisées, aucun élément carpologique ne permettrait de répondre à cette question. Donc nos prélèvements de sédiments en vue de rechercher des graines se sont forcément avérés stériles si nous sommes en présence de séchoirs à chanvre ou pour le lin. Alors, dernier petit séchoir que je voulais vous présenter, il a été retrouvé sur la grande villa de la Guillaumeraie, à Noyelles-Châtillon-sur-Seiche, dont la fouille s'est achevée l'année dernière. Donc voici cette grande villa, qui est une des plus grandes connues pour l'instant en Bretagne. Donc, vous avez le plan ici pour la phase principale, hein, donc deuxième moitié du deuxième siècle après, première moitié du troisième siècle. Donc on retrouve une grande pars urbana et l'ébauche de la pars rustica que nous avons plus ou moins appréhendée. Alors, donc on est situé à environ une dizaine de kilomètres au sud-est de la ville de Rennes. Alors en zoomant sur la pars urbana, cette pars urbana va connaître une transformation dans le courant, la deuxième moitié du IIIe siècle, au début du IVe siècle. Les activités agricoles vont se rétracter au niveau de la pars urbana. La villa perd probablement son statut pour redevenir une ferme quand même importante, puisque certains bâtiments sont encore présents, notamment le corps central de la résidence. Un balnéaire est encore présent, associé à cette résidence. Et au niveau de ce balnéaire, on va identifier un réaménagement du IVe siècle que nous avons interprété comme un séchoir. Alors voici la photo aérienne de l'espace thermal qui est réaménagé. On retrouve les pièces classiques, hein, donc le frigidarium avec sa baignoire, une pièce tiède, le tépidarium, une pièce chaude, le caldarium avec sa baignoire également, en abside, et la chambre de chauffe, le préfornium. Et nous, notre réaménagement, il se situe au niveau de la salle tiède. Vous le devinez ici, c'est ce qui apparaît sous forme de croix. Donc voici l'agrandissement, la photo en détail de ce réaménagement. Donc on est dans les pièces chaudes. Ces pièces chaudes, pour ceux qui ne maîtrisent peut-être pas, pour la période antique, les systèmes de chauffe des thermes, c'est les systèmes de l'hypocauste. Donc un plancher qui repose sur des pilettes, un plancher en béton qui repose sur des pilettes. L'air chaud passe par en dessous et chauffe le sol. Ici, nous n'avons plus la suspensura, ni les pilettes. Elles ont été démontées volontairement pour remettre à nu le béton sur lequel reposaient les pilettes et réaménager un nouveau système qui apparaît ici sous la forme de 4 plots. Voilà, c'est 4 plots d'argile, de scellement d'argile, sur lequel on distinguait très nettement l'emplacement de briques. Donc 4 plots en briques, ici. Vous voyez ici un agrandissement d'un de ces plots où on voit encore les briques scellées dans l'argile. Donc plots qui peuvent probablement monter sur environ 1 mètre de hauteur au niveau des sols. Ces plots sont associés à un foyer qui est installé au niveau de l'ancien passage d'air chaud entre le caldarium et le tépidarium. Alors, il faut faire abstraction de la fosse qui est devant la mire, qui est postérieure. Donc, ce foyer va permettre d'alimenter en chaleur via des canaux qui circulent autour de ces plots l'ensemble de la pièce. Les murs sont encore présents. Il y a probablement encore une toiture sur ce bâtiment.
Donc on va remettre en place un système de chauffe en ayant démonté un hypocauste, ce qui peut paraître étonnant, sauf si nous sommes dans le cadre d'un séchoir, puisque l'inertie nécessaire à la chauffe d'un hypocauste est lente, nécessite un apport de chaleur constante et un emploi de matériaux, de bois très important. Et si on détruit pour reconstruire un équipement un peu plus sommaire, un peu plus simple, on permet d'avoir une consommation moindre de combustible et de permettre de monter plus rapidement en température, ce qui serait plus adapté à une structure agricole. Donc cette hypothèse du séchoir, bien sûr, nous avons fait des prélèvements dans les canaux afin de rechercher des graines. Malheureusement, comme pour les 2 sites précédents, nous n'avons pas de graines associées directement au fonctionnement de cet hypothétique séchoir. Alors pourquoi? Peut-être tout simplement parce que les canaux sont recouverts par des aménagements en terre cuite, des ticoulées posés à plat qui limitent la perte de grains dans ces canaux et donc une impossibilité de retrouver directement dans la structure des graines. Il aurait peut-être fallu faire des prélèvements aux alentours. Malheureusement, lorsque nous avons mis au jour ces structures, on avait déjà avancé sur les structures autour. Alors, pour interpréter cette hypothétique séchoir, bien sûr, l'hypothèse du grain et le traitement du grain pour leur stockage est plausible, le traitement du lin et du chanvre également. Nous avons également émis l'hypothèse que nous pourrions être en présence d'un séchoir lié à la préparation du malt. Alors, pourquoi cette hypothèse un peu cavalière? C'est que nous avons associé à ce dernier état de terme la conservation de la baignoire du frigidarium, la baignoire d'eau froide qui est conservée, qui a été retrouvée très bien conservée lors de la fouille. On avait encore son parement en béton et certaines plaques de schiste. Cette baignoire avait été réaménagée. On distingue un trou au niveau de cette baignoire destiné à une meilleure évacuation des eaux. Et on s'est posé la question si cette baignoire ne pouvait pas servir pour le trempage du grain dans la première étape de préparation du malt. Donc le grain serait trempé dans cette baignoire, serait mis à germer dans une pièce annexe, peut-être directement dans le séchoir. Puis pour la phase après un décortiquage, lors de la phase de tourrayage, séché dans ce séchoir. Alors nous n'avons pas de preuves, je vous l'ai dit, on n'a malheureusement pas réalisé de prélèvement dans la baignoire. Peut-être que sur les plaques de schiste, nous pourrions faire des analyses chimiques pour retrouver la trace de ce trempage de grains. Je ne sais pas si c'est possible, il faudra en discuter. Avec Nicolas, je ne sais pas si les plaques de schiste peuvent en garder la trace de cette action de trempage du grain. En tout cas, c'est une hypothèse. Toutes ces hypothèses de séchage sont bien sûr ne sont pas prouvées. Et je vous les présente aussi, ici aujourd'hui pour que la prochaine fois qu'on les retrouve sur les sites ou que mes collègues soient confrontés à ce type de structure, on puisse mettre en place des protocoles et notamment des prélèvements dans les structures annexes autour, réaliser des études palynologiques lorsque cela est possible, pour permettre de mettre en évidence, notamment pour le chanvre, la présence de cette activité. Et ça, pour le moment en Bretagne, c'est le début et j'espère qu'à l'avenir, maintenant que nous sommes sensibilisés, ce qui n'était pas le cas jusqu'à très récemment, nous allons pouvoir à la prochaine fois vous présenter des séchoirs où nous aurions des preuves physiques, chimiques de la présence de ces activités. Voilà, je vous remercie.